Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial de Questions d'actu. Un épisode spécial pour une journée spéciale. Nous sommes le 8 mars aujourd'hui, une journée internationale dédiée aux droits de la femme. La Charte des Nations Unies, adoptée en 1945, a été le premier instrument international à affirmer le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. La journée de la femme a été officialisée par l'ONU en 1977, 47 ans après. Le débat de l'égalité entre hommes et femmes est toujours d'actualité. Où en sont les droits des femmes? Selon l'ONU, les femmes devront actuellement attendre encore plus de 300 ans avant de connaître un monde d'égalité. La question de la femme évolue toujours et encore dans une société marocaine elle-même en perpétuelle mutation. Le Maroc qui est en train de réformer le code de la famille, un code donc attendu. Le 8 mars, un rendez-vous annuel incontournable. La Journée internationale des droits des femmes est l'occasion de rappeler que dans le monde, les femmes et les jeunes filles continuent de subir le sexisme, la discrimination, les violences basées sur le genre, l'exclusion sociale et économique. L'occasion donc de militer pour le droit des femmes et de faire l'état des lieux de ce qui existe, de ce qui manque encore et de ce qui doit être amélioré. C'est justement le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, Monsieur Abdellatif Komat, vous êtes doyen de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de l'université Mohamed Hassan de Casablanca, et vous êtes également président de Réseau FEM, la Fédération pour la promotion du statut économique de la femme. Bonsoir, un plaisir de vous recevoir. Merci encore. Merci Mariam, merci. Avec nous également Madame Fatima Boutaleb, vous êtes professeure-chercheur à l'université Hassan II donc de Casablanca. Vous êtes également coordinatrice de GEM Maroc, une étude internationale sur l'entrepreneuriat. Vous êtes également co-auteur du rapport mondial sur l'entrepreneuriat féminin. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Et avec nous également en distanciel, Madame Samira Khamlichi. Vous êtes présidente du club des femmes administrateurs. Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Un plaisir de vous avoir. Donc, on va commencer par un tour de table. La journée donc internationale de la femme aujourd'hui. On parle de journée internationale de la femme, on parle également de la journée internationale des droits des femmes. Lequel des termes est aujourd'hui correct? Je commence par vous, Madame Boutal. Mais revenons également sur l'historique donc, de cette journée, comment elle a été instituée, dans quel contexte mondial justement? Alors, permettez-moi de dire d'abord, de féliciter toutes ces femmes qui ont œuvré et qui œuvrent au quotidien pour la promotion des droits de la femme. Mais ce n'est pas que les femmes, c'est aussi les hommes et un peu partout dans le monde. Et c'est un peu ça qui a constitué le berceau de cette journée, parce que c'est la journée du 8 mars, un petit rappel historique, c'est le 8 mars 1910 que pour la première fois on a parlé de cette journée. C'était 15 000 femmes qui ont décidé d'organiser une journée internationale en présence de différentes nationalités. 15 pays étaient représentés et c'était une journée pour défendre les droits de la femme, notamment le droit au travail, le droit à la rémunération et le droit au vote. Donc, l'idée même a été, à l'origine de l'idée, c'était aussi une militante new-yorkaise qui a émis cette idée-là, qui a été adoptée des années après par les Nations Unies. Donc, j'ose croire que c'est d'abord une journée dédiée en fait aux droits de la femme. Madame Khamlichi, que pouvez-vous nous dire sur ce 8 mars? Écoutez, je partage totalement ce que vient de dire Madame, et effectivement, c'est pas une journée de fête, mais c'est une journée où nous devons faire le point sur l'état d'avancement, sur le droit des femmes à travers le monde, que ce soit dans notre pays ou ailleurs. Et donc, c'est vraiment un sujet qui est très prenant. C'est pas une journée où on doit se faire des fleurs, mais c'est une journée où on doit faire un point et se dire comment nous avons avancé, quel est l'état d'avancement et qu'est-ce qu'on doit faire encore pour améliorer les choses.
Donc, un bilan qui doit être fait. Monsieur Komat, que pouvez-vous nous dire? Vous êtes le seul homme aujourd'hui présent, ici En fait, présent comme avec l'a dit nous. professeur Boutaleb, en fait, il ne s'agit pas que d'une question qui concerne seulement exclusivement les femmes. C'est une question de société. Et c'est pour cela que nous avons également des hommes qui défendent justement la promotion du droit des femmes. Et je crois que c'est cette maturité qu'on devrait atteindre, c'est de considérer, c'est vrai, ce sont les droits des femmes, en fait, qu'il essaye de faire prévaloir, mais c'est dans un intérêt social et sociétal, parce que toute la société bénéficie justement, bénéficierait de cette promotion des droits de la femme, aussi bien sur le plan économique, et on peut en parler, parce qu'il y a beaucoup à gagner si aujourd'hui la femme occupe davantage de place au niveau de l'activité économique, mais également au niveau social et sociétal, parce qu'une femme éduquée, une femme active, bien sûr, il va jouer un rôle central au niveau de la famille, qui est le noyau de la société. Et il va transmettre des valeurs à ses enfants, de travail, de valeurs ajoutées, etc. Et c'est pour cela que, effectivement, c'est une journée de la femme ou des droits de la femme, mais ça prend de l'ampleur pour devenir carrément une question de société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde fête, bien qu'il ne s'agit pas de fêter, effectivement. Il s'agit de faire le point. Et heureusement, on va en parler, le Maroc, il y a une très grande dynamique sur ce plan-là, aussi bien au niveau social qu'au niveau économique. Et on est dans l'élan de cette dynamique, de ce développement qui aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Par ailleurs, nous le vivons également au niveau du statut de la femme. On va en parler, effectivement, la femme qui est aujourd'hui un véritable atout, comme vous le dites, économique, mais également au niveau de la société. Et puis cette journée, l'occasion, Madame Boutaleb, de faire le point, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que c'est important de célébrer cette journée? Alors, d'abord, évidemment, c'est pour conjuguer tous les efforts pour avancer. Et comme ça a été clairement dit, une société ne peut avancer sans, bien sûr, la contribution de la femme. Et ce n'est même pas une question de... On ne devrait même pas discuter cette question-là parce que on ne parle pas des... on parle en fait des droits élémentaires. Ces droits élémentaires qui sont inscrits dans la Charte des droits de l'homme, qui sont inscrits au niveau de notre Constitution, qui ont été renforcés dans la Constitution de 2011, bien des avancées sur le plan législatif et juridique, bien sûr, précisent cela, notamment l'article 17 du Code de commerce, qui réaffirme la capacité de la femme à, bien sûr, à produire, à maintenir et à conduire des affaires et des activités commerciales. Donc quand on regarde un peu, par exemple, dans les différents rapports qui sont consacrés à la chose, notamment le Gender Gap Report, comme vous l'avez bien annoncé, au niveau mondial, il nous faut 300 ans. Quand on regarde un petit peu la région de MENA, c'est 152 ans pour se prévaloir des mêmes droits qui sont aussi les droits aujourd'hui dont se prévalent les hommes. Donc c'est une question, lorsqu'on parle de ces droits, nous parlons essentiellement bien sûr des droits à l'éducation, ça c'est élémentaire, la capacitation de la femme, donc son droit bien sûr à l'éducation. Il y a également la santé. C'est un point élémentaire aussi. La question de la représentation politique, qui est importante, et puis évidemment la question économique. Donc quand on voit par exemple l'exemple du Maroc, selon le dernier rapport, nous sommes classés 136e sur 146 pays, et quand on regarde les différentes dimensions, c'est la dimension économique qui constitue le maillon faible, puisque le Maroc est classé 141e sur les 146 pays. Donc, on a un taux de 20% à peu près de femmes actives aujourd'hui selon les derniers chiffres du HCP. Mais on va rester plutôt dans le global maintenant et on parlera ensuite plus spécifiquement du Maroc. Madame Khemlichi, justement, quel est l'état des lieux aujourd'hui au niveau global? Puisqu'on a parlé tout à l'heure de faire le point, vous l'avez si bien dit. Si on devait faire le point, quelles sont les avancées aujourd'hui? Quels sont les acquis pour les femmes en ce qui concerne justement les droits des femmes? Écoutez, les textes de loi à travers le monde sont faits.
et les droits des femmes, ils sont inscrits dans les constitutions de tous les pays. Il n'y a pas un seul pays où on ne parle pas de droits des femmes et d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais est-ce que c'est Maintenant, suffisant? Le fait... c'est dans la pratique qu'il faut voir. C'est ça le problème. Et donc, quoi faire pour que dans la pratique, nous puissions nous rendre compte qu'il y a des évolutions? Alors, je suis partisane du verre à moitié plein. Donc, on peut dire qu'il y a énormément de choses qui ont été faites et qui permettent aujourd'hui à la femme de pouvoir se targuer d'être l'égale de l'homme et surtout dans un certain nombre de pays. Mais en parallèle, on voit parfois des événements et des choses qui se passent à travers ces pays et on se dit, il y a un vrai sujet encore. On y croit et on n'y croit pas. Quand on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, entre les États-Unis et l'Europe sur le droit à l'avortement, c'était une discussion, mais un peu kafkaïenne quand on voit ce qui s'y passe. Mais comme quoi, les droits des femmes, c'est pas quelque chose d'acquis et c'est tout le temps dans le continu qu'on doit être. C'est-à-dire, c'est du quotidien pour faire en sorte que les femmes, tout simplement, aient les droits qui sont les leurs du fait de la nature humaine. On est à l'équilibre humainement, on est quasiment à 50-50 hommes et femmes, 50% à travers le monde. Donc pourquoi, mon Dieu, faire en sorte que la moitié du monde ne soit pas active ou ne soit pas opérationnelle? C'est vraiment se tirer des balles dans les pieds. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui de pouvoir suivre et de surtout avoir des indicateurs qui nous permettent de contrôler, de nous assurer que les choses évoluent dans le bon sens. Mais c'est des choses qu'il faut faire au continu. On ne peut pas s'arrêter. Des choses qui doivent évoluer dans le bon sens, vous l'avez dit, la population, la femme dans le monde représente 50% de la population mondiale. Monsieur Komat, nous avons parlé des acquis, des dispositifs juridiques qui existent aujourd'hui, mais malheureusement, au niveau de la pratique, on a l'impression que des fois, les choses n'avancent pas aussi vite, en tout cas, que les textes législatifs, notamment les exemples qui ont été cités pour les États-Unis et la France, en ce qui concerne le droit d'avortement des femmes. Est-ce qu'on a la sensation que, des fois, en termes de droits des femmes, on est en train de régresser? En fait, régresser, non, parce que c'est vrai que peut-être il y a un certain contraste entre la volonté telle qu'elle est exprimée, entre l'écosystème, notamment législatif et juridique, et ce qui se passe sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a cette perception que les choses n'avancent pas comme on l'aurait souhaité, comme peut-être le laisse entendre cette avancée sur le plan des déclarations politiques. Si on prend que le Maroc aujourd'hui, par exemple, au niveau des plans gouvernementaux d'égalité qui existent depuis 2012, on est au 3e plan. Il y a toute une panoplie de mesures qui sont prévues au niveau des différents gouvernements pour justement aller dans le sens de cette égalité. Mais sur le plan concret, notamment sur le plan du taux d'activité économique, les choses n'avancent pas. Au contraire, ils ont régressé sur ce plan-là, parce qu'il y a 25-30 ans, le Maroc avait 30% du taux d'activité de la femme. Aujourd'hui, nous sommes à 20-21%. Et c'est ce qui donne ce classement qu'a évoqué le professeur Botaleb tout à l'heure, c'est qu'on est classé pratiquement parmi les derniers, parce que même au niveau de l'Afrique subsaharienne, des pays moins avancés que le Maroc, ils ont des taux d'activité de la femme beaucoup plus élevés que le Maroc. Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Pourquoi? Alors, ça, c'est une énigme, c'est un contraste sur plusieurs plans. Aujourd'hui, le taux d'activité économique au Maroc, il est aux alentours de 46%. Il se situe aux alentours de 66% pour les hommes et 21-22% pour les femmes. Pratiquement, nous sommes à 3 fois pour les hommes que pour les femmes. Alors que si on prend, par exemple, le système universitaire, aujourd'hui, si on prend le système éducatif d'une manière générale, du préscolaire jusqu'au primaire et secondaire, on est pratiquement à 48-49%. Le taux de scolarisation de la fille, du préscolaire jusqu'au secondaire, il est pratiquement à 50%. Si on monte au niveau du supérieur, le taux en fait, d'insertion de la femme dans le système universitaire est même plus élevé que l'homme. Nous sommes à 51-52% aujourd'hui. Et au niveau de l'insertion, ça si on prend le taux global, mais au niveau des inscriptions, par exemple, si on prend une année comme l'année 2022,
le taux d'inscription, surtout dans les écoles et les instituts, il a triplé 3 fois pour la fille par rapport aux années 2000. Ça veut dire qu'il y a une tendance haussière énorme au niveau de la scolarisation, au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau de l'excellence. Au-delà, je dirais, du nombre ou du pourcentage, c'est l'excellence académique. Si on prend aujourd'hui, au niveau du baccalauréat, si on prend les majors des différentes promotions de master, etc., en général, ce sont des filles. Malheureusement, le passage du système de formation au monde professionnel, c'est là où il y a un gap qu'il faut expliquer. Là, bien évidemment, on va entrer dans d'autres considérations, notamment sociales, sociétales. Le mindset, je dirais, la manière de réfléchir aussi bien de la femme que de l'homme, il faut le dire. Hein. Il y a un travail à faire sur la femme elle-même pour que justement qu'elle soit plus présente, plus agressive, je dirais même économiquement, qu'elle prenne plus d'initiatives, etc. Et bien sûr, il y a l'écosystème, la culture, la société, l'histoire, tout cela font que la femme reste peu active économiquement par rapport au potentiel et par rapport à ce que peut gagner le pays. On estime aujourd'hui qu'au Maroc, on a un potentiel d'augmentation de notre PIB à hauteur de 39% sur les 3 prochaines décennies. Au niveau mondial, on estime à 9-10%. Pour le Maroc, c'est pratiquement 40%. Pourquoi? Parce qu'il y a un gap. Nous sommes sous-considérés. Nous avons nos femmes qui sont sous-utilisées par rapport à ce qu'ils peuvent apporter comme valeur ajoutée sur le plan économique. Donc le pays a tout à gagner. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, bien sûr, il y a la question de la démocratisation, de l'égalité, etc. Mais d'une manière plus pragmatique, c'est le PIB du Maroc, c'est la richesse du Maroc qui devrait connaître une croissance vertigineuse en impliquant davantage la femme sur le plan économique, mais également au niveau de l'entrepreneuriat, on peut en parler, parce que pratiquement aujourd'hui, il n'y a que 12% des entreprises qui sont occupées par des femmes, il n'y a que 15% des postes d'administration ou de conseil d'administration dans lesquels siègent des femmes. Et donc, au niveau de la responsabilité, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a encore un effort à faire encore plus important que juste l'insertion économique. Vous l'avez dit, donc un gap important, 39% de potentiel en tout cas, pour le PIB en tout cas, que la femme pourrait contribuer d'ailleurs au développement économique du Maroc, mais aussi de tous les pays dans le monde. Madame Boutaleb, que pouvez-vous nous dire? Monsieur Komat a parlé de l'entrepreneuriat, le fait que la femme n'est pas suffisamment présente, qu'elle n'est pas suffisamment entrepreneur. Vous qui avez écrit des rapports là-dessus justement, et qui travaillait dans ce sens. Comment expliquer cette absence après des résultats scolaires que vient de dire M. Komat, qui sont brillants, une excellence, donc un potentiel, des filles qui arrivent à finir leur cursus, qui ont le bac, qui font un cursus universitaire, et après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne les voit plus, ces femmes? Alors, d'abord, il faut savoir que ce n'est pas une réalité propre au Maroc. Donc, c'est au niveau mondial aujourd'hui. Par exemple, le dernier rapport de 2022-2023, intitulé Entrepreneuriat féminin, Challenging Bias and Stereotypes, eh bien, on constate qu'il y a uniquement 5 pays dans le monde où les femmes ont bénéficient à la fois d'un soutien social et des ressources. Donc, lorsqu'on parle bien sûr des ressources, nous parlons des ressources productives, financières, foncières, etc. Maintenant, et puis évidemment, le taux d'activité entrepreneuriale, on le voit uniquement dans certains pays, notamment l'Amérique latine, notamment, parce que c'est intimement lié au contexte socio-culturel, parce qu'il y a des résistances culturelles qui empêchent aujourd'hui la femme de s'épanouir. Le problème vient donc des mentalités aujourd'hui? Alors, je ne dirais pas que des mentalités, parce qu'il faut voir cela à l'aune de l'écosystème de chaque pays. Dans certains pays notamment, par exemple, si j'évoque l'Angleterre, eh bien, il y a un gap important entre les hommes et les femmes qui s'explique essentiellement par la peur d'échec. Donc, les femmes qui ont plus peur d'échec dans certaines conditions économiques, etc. Donc, or, l'écosystème, il est là et les conditions cadres sont favorables. Donc, lorsqu'on regarde de près la réalité marocaine, nous constatons effectivement qu'il y a une femme entrepreneur naissante par rapport à 2 hommes
entrepreneurs naissants et nous avons une femme entrepreneur établie, c'est-à-dire qui manage et qui est propriétaire à la fois owner and manager d'une entreprise qui a une durée de 3 années et demie et plus. Et donc, on a une femme établie, une femme entrepreneur établie pour 3 hommes entrepreneurs établis. Donc, la question, quand on parle de l'entrepreneuriat, la question qui est soulevée, c'est d'abord la question de l'écosystème. Donc, est-ce que l'écosystème est suffisamment facilitateur et suffisamment favorable à ces initiatives entrepreneuriales? Donc là, on trouve effectivement, lorsqu'on creuse un petit peu, on va trouver qu'il y a des explications à la fois au niveau du contexte, mais aussi au niveau justement du mindset et des caractéristiques intrinsèques liées essentiellement à l'éducation de la femme dans notre contexte. Donc, au niveau déjà de l'écosystème, oui, il y a eu énormément d'avancées en termes d'éducation. Il y a eu encore faut-il mettre le curseur davantage sur la prise d'initiative, sur donc un certain nombre je ne dirais pas uniquement de soft skills, mais de made skills, dans le sens de la créativité, de pousser la femme aussi, la jeune fille, à croire dans sa capacité d'aller de l'avant. Parce que justement, lorsqu'on regarde des années après des jeunes filles qui réussissent de manière brillante leur cursus scolaire, mais qui n'osent pas aller vers des métiers jugés masculins ou des métiers qui vont avoir une certaine dose de risque, notamment la carrière d'entrepreneur. Donc nous devons, c'est une question qui nous interpelle et nous devons aller voir davantage qu'est-ce que nous faisons, non seulement en tant qu'État, gouvernement, en tant que société privée, secteur privé, en tant que société civile. C'est une question en fait qui concerne tout le monde. Et l'action ne peut être... Parce qu'au final, il faut un petit peu sortir de ces approches conventionnelles pour aller vraiment repenser nos modèles d'intervention. Aller vers des modèles d'intervention à fort impact, cela veut dire aussi conjuguer les efforts, aller vers une certaine intelligence collective. En fait, finalement, travailler ensemble et croire qu'il y a des choses à faire et qu'il faut absolument les faire dans l'urgence si on veut justement non seulement en fait assurer, garantir ses droits élémentaires à la femme, mais aussi si on veut aller vers ce Maroc moderne. Parce que aujourd'hui, l'égalité d'accès aux droits, c'est un marqueur de développement d'une nation. Absolument, donc repenser nos modèles d'intervention, comme vous venez de le dire, Madame Boutaleb. Madame Khmeichi, vous êtes également présidente du Club des femmes administrateurs. Vous opérez donc dans ce secteur avec les entrepreneurs et notamment avec les femmes entrepreneurs. Quelles sont vos observations à vous sur le terrain ? Alors, écoutez, bon, effectivement, avec les femmes qui sont déjà administrateurs, ça veut dire que déjà, elles ont évolué, elles ont réussi et elles sont arrivées déjà au top management de l'entreprise. Alors, effectivement, quand on voit un petit peu les chiffres, il y a une quinzaine de pourcents de femmes qui sont aujourd'hui présidentes de ces entreprises, que ce soit les leurs ou celles en tant que salariées, mais en tant que présidente de ces entreprises. Mais je pense, et ce qui a été dit est très intéressant dans le cadre où aujourd'hui, les textes de loi sont là. Maintenant, quelle approche de manière pragmatique nous devons mettre en place pour encourager ces jeunes femmes, une fois qu'elles sont diplômées, parce que comme on l'a dit, le mystère, c'est qu'une fois qu'elles sont diplômées, on ne les voit quasiment plus. C'est comment faire pour qu'au niveau de l'université, au niveau même de l'école, qu'on puisse faire comprendre à ces jeunes femmes. Donc, peut-être des chefs d'entreprise viennent parler à ces jeunes et leur parler et de leur montrer quel est l'intérêt et pour eux et pour leur pays de pouvoir participer et être des acteurs, soit dans le salariat, soit dans l'entrepreneuriat. Et quand je vois un petit peu ce que nous rencontrons dans les grandes structures d'entreprise, aujourd'hui, effectivement, bon, je peux vous dire qu'en moyenne, il y a 30% de femmes dans les entreprises marocaines. C'est un taux moyen, mais c'est 30% de femmes. Quand on va monter vers le top management, elles représentent peut-être 5-6%.
Donc, quelque part, même quand elles rentrent dans l'entreprise, elles ne se mettent pas en position de se retrouver souvent dans le top management. Alors, effectivement, la femme, elle n'est souvent pas dans une position de demander. Elle est souvent dans une position où elle attend qu'on lui fasse des propositions, contrairement aux hommes, où quand ils ont envie d'un poste, ils vont toquer à la porte et ils disent, bah, écoutez, je veux assumer cette responsabilité. Donc, quelque part, comment aussi l'entreprise doit participer à préparer ces personnes à prendre les relèves. Parce que, comme on l'a très bien dit, ces jeunes femmes sont brillantes, elles font des études brillantes, et il est haram, comme on dit en arabe, qu'on ne puisse pas utiliser leurs compétences pour qu'elles puissent contribuer à l'amélioration de la situation dans notre pays. Et justement, Donc, comment faire, excusez-moi de vous interrompre, mais comment faire en sorte de les voir dans ces conseils administratifs, comme vous le dites? Vous avez dit 6% aujourd'hui, ce qui est un taux trop faible. Vous avez dit qu'elles avaient dans le top management, donc elles sont pas assez apparemment, comment dire le mot, agressives, c'est-à-dire par rapport aux hommes, elles ne vont pas demander les postes, comme vous l'avez dit, si elles veulent, elles attendent qu'on vienne les voir. Alors, est-ce que ce n'est pas également une question de perception, la perception qu'on a de cette femme au sein de cette entreprise? On ne la voit pas peut-être comme quelqu'un qui peut gérer ou être dans le top management. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit aussi? Le rôle, en fait, la perception qu'on a de la femme et du rôle qu'elle doit avoir au sein de l'entreprise, plutôt que de la volonté de la femme d'évoluer? Moi, je pense que c'est les deux. Et pour être franche et sincère avec vous, les biais du genre existent au niveau des entreprises. Mais ils existent bien et on le sait. Mais quelque part, on n'essaie pas, nous, en tant que femmes, toujours, je dis pas, c'est pas tout le temps, mais on n'essaie pas tout le temps de dire, ben, on est capable, on peut faire et tout simplement, on fait notre travail. Vous savez, les hommes entre eux, ils ont une capacité à se mobiliser et à se protéger et à se donner la main pour avancer. Ce n'est pas toujours le cas entre les femmes. Donc, une femme qui réussit, elle a tellement trimé qu'elle a du mal à tirer celles qui sont derrière elle. Alors qu'un homme qui réussit, il cherchera toujours à tirer d'autres hommes derrière lui. Et ça aussi, c'est une manière, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut qu'on leur apprenne ça à l'université avant même qu'elles ne soient recrutées. Pour qu'elles comprennent qu'elles doivent agir en meute, entre guillemets, et qu'elles puissent avancer et se dire, bah, il n'y a pas de raison. Nous avons aussi un droit, nous avons un droit à l'erreur comme nous avons un droit à la réussite et il est important que nous puissions y participer et que notre pays a besoin de nous. Je pense que c'est très important que les aspects dont je parle soient cultivés, comme on cultive toutes les autres habitudes que nous avons dans nos environnements familiaux, que ça soit cultivé à l'université et que nous accompagnions ces jeunes pour tout simplement qu'ils croient dans leurs capacités et qu'elles ne soient pas du tout dans une logique de dire oui, mais Anna, Chouma, pourquoi je vais faire ci ou pourquoi je vais faire ça. Accompagner ces jeunes donc pour les éclairer davantage et pour pouvoir exploiter leur potentiel et notamment en université. Monsieur Komat, vous qui êtes doyen d'une université, quelles sont les mesures aujourd'hui mises en place dans les universités marocaines pour encourager davantage les femmes à participer activement et économiquement à la société? Effectivement, en fait, aujourd'hui, nous encourageons d'une manière générale en fait, l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat féminin en particulier. Mais ce qu'il faut relever, et ce qui a été dit tout à l'heure par le professeur Boutaleb, en fait, on a eu, il y a 3-4 semaines, en fait, l'occasion de recevoir Global Entrepreneurship Monitor pour la première fois en Afrique, qui est la plus importante étude sur l'entrepreneuriat d'une manière générale. Il y a bien sûr un volet entrepreneuriat féminin. Et il se trouve que sur les indicateurs qui ont été révélés, et qui est un problème structurel pour notre pays, c'est l'éducation à l'entrepreneuriat. Pratiquement, c'est un point faible un peu partout, mais c'est quand même différent d'un pays à un autre. Et il se trouve que le Maroc a justement un rang très arriéré au niveau de l'éducation à l'entrepreneuriat, d'une manière générale. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça concerne seulement les femmes ou... D'une manière générale. De manière mais bien générale, sûr, donc, je vais y revenir.
l'entrepreneuriat, en fait, évolue avec l'âge et il faut inculquer l'esprit entrepreneurial dès le bas âge, notamment la prise d'initiative, considérer l'échec comme un pas vers la réussite. Pratiquement aujourd'hui, toutes les personnes, si vous appelez à ceux qui ont réussi au niveau notamment de l'entrepreneuriat, ils vont vous parler de plusieurs initiatives qu'ils ont échoué avant de réussir. Alors que malheureusement chez nous, aussi bien au niveau scolaire qu'au niveau de toutes les étapes de notre vie, on considère l'échec comme quelque chose qui va nous faire tomber d'une manière définitive, alors qu'il s'agit que d'un pas duquel on peut apprendre des choses pour mieux construire. Alors bien sûr, cela concerne notamment la femme, et peut-être un peu la femme d'une manière un peu plus particulière, parce que ça vient de sa nature, parce que, il faut le dire, il y a une différence sur le plan, je dirais, de la manière d'appréhender les choses. Et la femme, elle est plus prudente, la femme, en fait, étudie les choses 1000 fois avant de prendre une initiative, et ce qui fait que nous avons notamment un taux d'entrepreneuriat qui est plus faible chez la femme que l'homme, si on le rapporte au taux d'activité économique. Bien sûr, même le taux d'activité économique est faible, mais le taux de l'entrepreneuriat féminin est encore plus faible. Alors, que fait l'université aujourd'hui? Les universités, d'une manière générale, sont en train de prendre leurs responsabilités sur 2 plans. Tout d'abord, au niveau de l'entrepreneuriat, d'une manière générale, et bien sûr, dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y a des ateliers et des études spécifiques pour l'entrepreneuriat féminin, d'accord? Et puis, bien sûr, nous développons des pans de recherche, notamment sur le plan sociologique, sur le plan économique, sur l'approche genre. Aujourd'hui, nous avons plusieurs laboratoires qui travaillent sur ces questions du genre, parce que, effectivement, c'est dans l'intérêt de notre pays de mener des réflexions profondes sur ces questions-là. Parce que, pourquoi on a évoqué tout à l'heure cette énigme, on n'arrive pas à expliquer pourquoi est-ce que sur le plan des études, les filles réussissent bien et au niveau de l'activité, on les retrouve. Parce qu'il y a une dimension sociologique très, très importante qu'il faut expliquer. On responsabilise la femme parce que peut-être il ne prend pas beaucoup d'initiatives, il n'est pas, on a dit, aussi agressif, etc. Il ne se vend pas, en fait, pour justement avoir ses positions aspirées en termes de top management. Mais au-delà de la responsabilité qui incombe à la femme elle-même, il y a la responsabilité de la société, de la culture, de l'éducation. Si on voit aujourd'hui à l'intérieur d'une famille, comment, en fait, aujourd'hui, le garçon est éduqué et la fille est éduquée en termes de responsabilité, en termes d'autonomie. Donc, tout cela fait émerger des personnes éducationnellement différentes. Est-ce qu'elle est prédisposée à intégrer la vie d'une manière générale et notamment la vie professionnelle d'une manière différente? C'est pour ça que l'homme, aujourd'hui, il est plus agressif, il va demander, parce qu'il a été éduqué avec cette notion de responsabilisation dès son bas âge, alors que la fille, elle est plus couverte, pourquoi? Parce qu'on a peur, la société, etc. On peut parler donc d'une responsabilité de la société, mais également des parents dans leur éducation? En fait, oui, bien sûr, lorsqu'on parle d'éducation, ce sont les parents, c'est la société d'une manière générale, mais également les parents. C'est pour cela que ce que je voudrais dire sur ce plan-là, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à une évolution rapide et brutale. Ce sont des choses qui évoluent avec le temps. Alors, vous avez évoqué les 300 ans pour les pays développés. Qu'en est-il des pays comme le Maroc? Certainement. Mais le plus important, c'est qu'on soit dans une dynamique. C'est que les choses avancent. Alors, bien évidemment, ils avancent de pas différents d'un point à un autre. On a évoqué le côté juridique, le côté législatif, le côté économique, le côté éducationnel, etc. On n'avance pas au même niveau, mais l'essentiel, c'est que nous avançons. Et ce qui est certain, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps parce que, bon, c'est vrai, on ne peut pas se comparer aux pays développés, ils sont dans des contextes différents, mais si on voit par exemple le taux d'activité, aujourd'hui, il est pratiquement lié au niveau de développement. Si vous voyez les pays scandinaves, hein, la Norvège, la Suède, etc., il y a 3 ou 4 points de différence entre le taux d'activité de l'homme et de la femme. Si vous descendez à un niveau relativement plus bas, si vous allez vers la France, vers l'Espagne, vous allez trouver une différence de 9 à 10
à des points de différence entre le taux d'activité économique de la femme et de l'homme. Toujours l'homme est supérieur, mais à un niveau, je dirais, inférieur à des pays plus avancés. Et si vous descendez au Maroc, vous allez trouver une différence de 40 points. Aujourd'hui, le taux d'activité de la femme est de 21-22%, celui de l'homme est de 65-66%. Et donc, bien évidemment, c'est un corollaire de développement. L'essentiel, c'est qu'il y ait une dynamique. Et là, on le voit. On le voit au Maroc. Il y a cette volonté, on le voit. En fait, la haute autorité du pays, Sa Majesté, qui, dans ses discours, il évoque la question de la femme. Le dernier, bien, il a évoqué la question économique. Il a bien sûr aujourd'hui la réforme du Code de la famille qu'il est en train de superviser. Et bien sûr, au niveau du gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est systématique dans les plans gouvernementaux. La dimension égalitaire, elle est omniprésente depuis 2012. Nous sommes au 3e plan gouvernemental d'égalité et dans lequel, bien sûr, il y a la dimension parité homme-femme qui est omniprésente et qui est fondamentale. Donc, il y a une volonté aujourd'hui au niveau des institutions, notamment privées. Si vous allez à la CGEM, par exemple, vous allez trouver une commission qui travaille sur la parité, sur l'entrepreneuriat féminin. Au niveau aujourd'hui des différents ministères, il y a des commissions dans le cadre de l'exécution des plans stratégiques dans notre pays, parce que nous avons plusieurs plans stratégiques. Il y a cette dimension égalité hommes-femmes et l'implication de la femme qui est omniprésente. Si vous allez à la charte de l'investissement aujourd'hui, la charte de l'investissement qui a été instaurée depuis 2022, il donne des avantages aux entreprises qui respectent un taux d'engagement de la femme. Vous savez qu'au niveau de la charte de l'investissement, il y a un certain nombre d'avantages, des avantages territoriaux, de l'emploi, etc. Et il y a la dimension genre. L'entreprise qui emploie un pourcentage donné de femmes, il a un certain nombre d'apports en nature qu'apporte l'État pour soutenir cet investissement. Et puis également, il y a ce qu'on appelle les EDE, les investissements directs étrangers aujourd'hui, qui encouragent l'emploi de la femme. Donc, il y a la dynamique, elle est là. Bien sûr, il y a l'éducation qui doit suivre, il y a la famille qui doit suivre, etc. Mais je crois que le temps est en notre faveur. Le Maroc, comme il est sur d'autres domaines en évolution, en dynamique, il le sera également sur cette question. Mais il va falloir accompagner et la considérer surtout comme une question sociale et sociétale. Ce n'est pas qu'une question de la femme. C'est une question de toute la société, toutes les parties prenantes. D'ailleurs, un rapport très important de l'OCDE qui évoque cette question, il évoque le taux d'activité, l'entrepreneuriat féminin, etc. Mais le premier point, c'est de considérer que la question de l'égalité homme-femme est une question de toutes les parties prenantes de la société, parce que chacun de nous devrait y contribuer à sa manière. Une question donc sociale au Maroc et aussi partout ailleurs dans le monde, une volonté politique, comme vous l'avez dit clairement, affichée en tout cas, au niveau du Royaume du Maroc, le Maroc qui est aujourd'hui dans une bonne dynamique, pour reprendre vos propos, Monsieur Komat, et une évolution qui prend du temps. Et pour parler toujours de ces chiffres d'activité de la femme, le taux est de entre 20 et 22%, comme vous l'avez dit. Selon donc le nouveau modèle de développement, Madame Boutaleb, on ambitionne de faire atteindre ce taux à 45% d'ici en tout cas 2030. Est-ce que c'est un objectif aujourd'hui réalisable? Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui sur le terrain pour parvenir à cet objectif? Alors, ce qui est évident, c'est justement cette dynamique qu'a évoquée M. Komat, donc, et qui se manifeste, qui est illustrée par un certain nombre de programmes, d'actions, etc. Maintenant, ce que l'on constate, d'abord, on est dans une application très, on va dire, très approximative du gender mainstreaming, où effectivement, on voit dans des programmes... Dans la définition même de certains programmes et de certaines actions, la question genre qui est bien highlighted. Donc maintenant, concrètement, ça ne se concrétise pas dans les actions, dans les faits. C'est tout à fait la même chose par rapport au texte législatif où, par exemple, on a la loi 1920 qui instaure la parité au niveau, par exemple, de la représentativité de la femme dans les conseils d'administration, dans les conseils de surveillance. Et comme ça a été expliqué par Mme Khemlichi, donc on se retrouve avec 5% au niveau du privé, 7% au niveau du public. On se retrouve même pour des sociétés qui sont cotées en bourse, qui sont censées justement mettre en valeur cette participation de la femme, on est à 11%. Donc
À un certain, alors après, il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui sont dans, parce qu'on va voir les faits et à la fois au niveau de la sphère sociale et sociétale, mais aussi dans la sphère professionnelle. Et justement, ce gap que l'on constate, cet écart entre ce qu'il y a au niveau du texte et ce qu'il y a effectivement, ce qu'on constate au niveau de la réalité, devrait nous faire repenser la chose. Ce n'est pas une énième loi ou un énième texte dont nous avons besoin, c'est surtout veiller d'abord et avant tout à l'application de tous les textes qui ont été déjà promulgués. La question, par exemple, lorsqu'on parle de la sphère professionnelle, il est clair, qu'est-ce qui fait que ce plafond de verre existe et résiste encore à l'ambition de ces femmes, parce que les femmes sont ambitieuses. Je me dois de le souligner. Le souci, c'est que à côté, par exemple, cette femme qui travaille, elle est aussi maman. Quand on a des textes de loi qui parlent, par exemple, d'instaurer des crèches au niveau des entreprises et qu'on ne voit pas ça au niveau de la réalité, la femme, elle est devant un choix. Va-t-elle garder ses enfants? Va-t-elle partir en entreprise? Donc, la question de la mobilité, ça c'est aussi un facteur important. C'est un des leviers de promotion au niveau, par exemple, de la gestion de carrière. Donc, une femme qui aspire à des postes de responsabilité est censée être mobile. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à côté pour justement instaurer... Qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, depuis Covid? On a beaucoup parlé du télétravail. Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors que c'était une occasion, une aubaine pour les femmes qui veulent justement conjuguer, s'épanouir à la fois dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Il faut justement repenser nos modèles. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cela, parce que la sphère personnelle est intimement liée à la sphère professionnelle et nous ne pouvons pas penser les actions, les programmes de manière dichotomique ou de manière isolée. Si on veut que ça réussisse, si on s'attend à un résultat positif, il va falloir repenser tout cela de manière holistique et de manière connectée et reliée. Chaque élément, il a un impact. Donc, si on veut effectivement faire avancer les choses, il va falloir repenser tout cela. Maintenant, la question, évidemment, on a parlé aussi du Code de la famille, par exemple, donc c'est des avancées importantes. Mais la question déjà de prime abord, fallait-il attendre 20 ans? Donc, depuis 2004, et quand on voit à quelle vitesse aujourd'hui le Maroc va, donc c'est énorme. Donc cette transition, elle est très importante. Et on l'a vu, par exemple, essentiellement, parce que là, encore, je me dis qu'on a perdu quelques points positifs à cause du Covid, par exemple, parce qu'il faut se le dire, quand on est dans des contextes de crise, par exemple, on parle beaucoup du changement climatique. Chaque fois qu'on parle d'une crise, quel qu'il soit son type et la sphère à laquelle elle appartient, c'est tout de suite les segments marginalisés de la société qui vont en souffrir davantage. Par exemple, la question de la femme, nous avons perdu 4 ans au niveau de ce gender gap. On a perdu 4 ans d'avancée au niveau du Covid. Pourquoi? Parce que telle ou telle raison, et parce qu'on sait que les premiers qui vont souffrir, ce sont justement ces groupes qui ne sont pas suffisamment protégés, qui ne sont pas... Maintenant, aujourd'hui, le constat est... On peut aussi voir un peu les choses positivement. Donc, on a par exemple des avancées en termes de digitalisation. Donc, l'accès, par exemple, aux ressources, par exemple, électroniques, etc. Donc, de quelle manière, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour rendre cet accès à la digitalisation bénéfique dans le cadre de cette promotion des droits de la femme, etc. Lorsqu'on regarde, parce que lorsqu'on parle de la femme, on ne va pas uniquement parler de la femme, de la jeune fille étudiante, on ne va pas uniquement parler de la femme en entreprise, il y a aussi la femme rurale. Nous avons cette diversité, cette pluralité bien sûr, de femmes, et nous devons intégrer cela comme étant quelque chose de positif, mais en même temps réfléchir à comment les circonstances, comment elles vont impacter et comment on peut en tirer bénéfice et comment aussi
il y a lieu et il y a l'urgence, d'abord et avant tout, d'appliquer ce qui a été déjà promulgué comme loi ou réfléchi comme action et programme, vérifier par de l'évaluation, est-ce que effectivement, par des études d'impact, est-ce qu'effectivement ça a eu l'impact escompté ou pas, et après réfléchir à d'autres actions qui vont suivre. Après, en marge de cela, moi je pense aussi qu'on n'a pas besoin, on a utilisé le terme agressive ou agressivité, c'est bien. Après, on parle aussi aujourd'hui d'un leadership féminin. Je me dis, en tout cas, quand on parle essentiellement de l'entrepreneuriat ou de l'aspect économique, on peut être aussi dans cette féminité, assumer cette féminité-là et avancer. Et d'ailleurs, des études ont montré que le leadership féminin est particulier parce qu'on voit son impact au niveau du management humain, etc. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, la femme, elle existe de par ce qu'elle est. Elle n'a pas besoin de changer. Maintenant, elle a besoin d'avoir aussi l'homme à côté, avec elle, pour avancer ensemble dans cette société, si on veut justement d'une société inclusive, cohésive, dans un mode de développement durable et inclusif pour tous. Absolument, Madame Khemlichi. Est-ce que vous voulez rebondir sur les propos de Madame Boutaleb quand elle parle justement du rôle que doit jouer aujourd'hui l'homme dans l'égalité entre hommes et femmes? Comment inclure les hommes davantage pour qu'ils militent pour cette cause? Est-ce que vous pensez également que la vie de famille d'une femme peut constituer parfois un frein à son évolution professionnelle et dans sa carrière et faire qu'il y a des fois des choix que ces femmes doivent faire justement, et elles finissent par prioriser la vie de famille, de leurs enfants finalement, surtout quand c'est des mamans. Et comment faire face à ces situations pour les inclure, parce que c'est l'objectif aujourd'hui? Écoutez, bien sûr que l'homme doit être mobilisé et en fait, je crois que la clé, c'est la relation entre ces hommes et leurs enfants et leurs filles. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la prise de conscience vient du fait que ces hommes se disent, ce qui se passe autour de moi, je ne veux pas que ma fille le vive de la même manière. Et donc peut-être que ça serait la clé de mobiliser ces hommes pour qu'ils puissent jouer ce rôle au sein des entreprises pour accompagner ces personnes qui rentrent, qui ont toute cette ambition de travailler, qui ont envie de contribuer, et donc de se dire, lui, en tant qu'homme et en tant que patron ou autre, comment il peut contribuer à améliorer cette situation et comment il pourrait participer à faire en sorte que ces soft skills s'améliorent. Parce que la femme, comme l'a dit Madame Boutaleb, elle a totalement raison, elle est ambitieuse. Maintenant, il faut juste qu'elle ait cet homme à côté d'elle qui lui dit, ouais, vas-y, on est là avec toi, on compte sur toi et avance. Donc, quelque part, je dirais, c'est de la coordination qu'il faut mettre en place entre les hommes, entre les femmes. Effectivement, un leadership, c'est un leadership. Maintenant, les femmes ont une manière de leader qui est différente par rapport aux hommes et c'est très, très bien parce qu'elles sont peut-être un peu plus dans l'empathie et en plus dans la bienveillance. Et c'est cette bienveillance qui leur permet de pouvoir évoluer et surtout de contribuer et de mobiliser des gens autour d'elles. Donc, nous avons énormément d'exemples de jeunes Marocaines qui réussissent, jeunes et moins jeunes. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas tous ensemble nous dire, il faut y croire, nous devons coordonner nos actions. Il y a un gouvernement qui a envie de participer et de faire en sorte que la femme puisse atteindre ce fameux taux de 45%, et je l'espère pour 2030. En tous les cas, il faudrait qu'on fasse tout, que ce soit la société civile, les entreprises et bien sûr le gouvernement, pour qu'on puisse contribuer à atteindre ou au moins l'approcher au maximum. Et c'est ça qui ferait que nous pourrions dire, nous sommes fiers de ce que nous avons fait, nous sommes fiers de notre contribution. Parce que moi, ce que je vois dans le cadre du Club des femmes administrateurs, au début, on se disait, mais on n'a pas besoin de loi pour que les femmes rentrent dans les conseils d'administration des entreprises. Mais in fine, il s'est avéré que ce n'était pas du tout ça et qu'il fallait
faire un lobbying et qu'il fallait faire une loi. Et c'est ce qui a fait la loi de 1920 en 2021, qui oblige les entreprises à partir de l'année 2024 à ce qu'il y ait au moins 30% de femmes dans leur conseil d'administration, avec un objectif que ce taux devienne 40% à horizon 2027. Ce que je peux vous dire, et ce que j'ai constaté sur les évolutions par rapport à 2021 et 2022, et même les nouveaux chiffres de 2023, c'est que la tendance est en train de s'améliorer. Alors, élément important dans cette loi, c'est qu'on dit aux entreprises, les entreprises qui ne seront pas dans cette logique-là et qui n'atteindront pas ces taux, se verront quelque part touchées par le fait qu'elles ne pourront pas donner les jetons de présence aux autres administrateurs. Donc, quelque part, c'est une manière soft de dire aux entreprises, eh bien, si vous ne ramenez pas des femmes dans votre tour de table au niveau de vos conseils, le risque, c'est que vos administrateurs ne toucheront pas de jetons de présence. Donc, vous voyez, en fait, la loi, c'est pour ça que je dis il faut coordonner, parce que la loi, de temps en temps, elle est là, elle pousse. Alors, faut-il faire plus d'obligations? Parce que quand je vois ce qui se passe en France, ils ont démarré par la loi Zimmermann qui obligeait à ce que les femmes soient présentes dans les conseils. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui oblige à ce que les femmes soient présentes dans les conseils, dans les comités de direction et les comités exécutifs. Et donc, ça sera peut-être la prochaine étape pour le Maroc, pour qu'on puisse dire, oui, ben c'est comme ça qu'on va pouvoir faire en sorte qu'on renforce la place de la femme, même si c'est naturel, au sein des entreprises. Et si nous le faisons au sein de l'entreprise, eh ben, quelque part, c'est tout l'écosystème de notre pays qui va en profiter. Parce qu'en réalité, la femme, elle est femme. L'idée est claire, excusez-moi de vous interrompre, on arrive déjà au terme de l'émission, mais l'idée est claire, renforcer le rôle de la femme au sein de l'entreprise et cela va se répercuter sur toute la société, tout l'écosystème. Merci à vous, Madame Samela Hamlechi. Je rappelle que vous êtes présidente du Club des femmes administrateurs, Monsieur Komat. En moins d'une trentaine de secondes, un dernier message sur les perspectives des droits de la femme et même pas, 20 secondes, c'est ce qui reste là pour dire au revoir, un dernier message. En 20 secondes, c'est surtout le code de la famille, on n'en a pas parlé, mais c'est aujourd'hui un grand projet et on attend les résultats et certainement ça va être un jalon de plus qui va donner plus de droits à la femme et qui va certainement contribuer à sa dynamique et son implication notamment sur le plan économique, mais pas seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de société. Merci à vous, Monsieur Abdellatif Komat. Je rappelle que vous êtes doyen de la Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de l'Université Hassan II de Casablanca et président de Réseau Femme. Madame Boutaleb, un dernier mot en moins d'une vingtaine de secondes, là, même pas. Je dirais penser ensemble, agir ensemble. Hommes et femmes, parce que ce n'est pas qu'une question propre à la femme, c'est aussi l'homme, il est aussi concerné en tant que père de famille, en tant que patron d'une entreprise, en tant que collègue, en tant que prof. Donc, merci à vous. À tout point de vue. Merci à vous, Madame Fatima Boutaleb. Vous êtes professeure chercheuse à l'Université Hassan II de Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à nos trois invités d'avoir été avec nous. C'est la fin de questions d'actu pour ce soir, à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. Thank you.